Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Après un cursus en mathématiques, informatique et sciences sociales, Bérangère Vuaya a débuté sa carrière dans les systèmes d'information. Après plusieurs mobilités et une reprise d'études en ressources humaines, elle a intégré l'équipe formation du développement RH de Canal+. Passionnée par les questions d'éducation et de formation, Bérangère occupe depuis 6 ans le poste de Learning et Développement Manager au sein de la direction Opérations et Process Clients. Elle a notamment initié et mené la transformation digitale de la formation et a pour mission aujourd'hui le développement du digital learning pour les forces de vente et services clients France. Dans cet épisode, Bérangère va nous dévoiler les différentes étapes et les actions qu'elle a menées pour engager ses apprenants pendant ces années. Bonne écoute! Bonjour Bérangère et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci pour ton invitation. Eh bien, moi, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast et j'ai hâte que tu nous partages ta stratégie Test and Learn pour engager les apprenants. Écoute, on va essayer, c'est le programme. Oui, tout à fait. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Alors, moi, j'ai un cursus universitaire à Grenoble où j'ai étudié les mathématiques, l'informatique et les sciences cognitives. Et puis, j'ai commencé ma carrière en tant que développeuse, comme consultante. Et puis, ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Canal comme chef de projet IT. Et puis, j'y suis restée j'ai fait de l'IT en une dizaine d'années environ. Et puis, après, je suis le pur fruit de la mobilité interne, un changement de poste tous les 2 ans et demi environ. Et en 2012, j'ai repris des études en cours du soir au CNAM, en RH. L'idée, c'était un peu de peut-être diriger vers du SIRH, des choses comme ça. Et puis, pas du tout, en fait. Comme tous les projets, ils se déroulent pas toujours comme on a prévu. Et de fil en aiguille, en 2017, du coup, on m'a proposé le poste de responsable formation qui faisait en fait la jointure entre les 3 dimensions qui m'animaient en fait depuis le début, le projet, le digital et la formation. Voilà. C'est comme ça que j'arrive aujourd'hui responsable de formation. Oh, très chouette parcours. Et donc, comme moi, tu as repris des études, du coup, un petit peu sur le tard. Ça nous fait un point commun. Exactement. Ouais, c'était super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé me retrouver avec dans une promo, j'allais dire d'adultes déjà bien avancés dans leur vie active, et ça donne une autre dimension, je trouve, qui est hyper intéressante. Ouais, super enrichissant. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je pense que tous nos auditeurs connaissent Canal+, mais est-ce que tu peux quand même nous dire quelques mots sur Canal+, et surtout nous présenter la Canal Academy ? Oui, bien sûr. Donc, Canal+, c'est un groupe audiovisuel français dont l'histoire commence en 84 avec une chaîne payante et qui, 40 ans plus tard, est un des plus grands groupes internationaux dans l'audiovisuel. Voilà. Donc, on fait de la production de contenu, de la diffusion, de l'agrégation, voilà, de contenu. Et donc, à l'intérieur, il y a la Canal Academy, qui est donc mon équipe, qui est en charge de la formation des forces de vente France. C'est-à-dire, on va s'occuper principalement de nos téléconseillers, de former les téléconseillers. Et la petite dimension qu'on a, c'est qu'on est rattaché directement au pôle marketing, commerce et relations clients. Donc, on reporte directement au directeur France Business. Voilà. Donc, ça donne une couleur à cette équipe qui est très en lien avec le business et très opérationnelle. C'est une équipe de 7 personnes. Donc, j'ai 6 formateurs un peu couteau suisse qui sont à la fois les formateurs, les animateurs, les concepteurs pédagogiques, digitaux, présentiels, etc. Donc, on a une ADN plutôt, on construit tout nous-mêmes. On achète très peu de contenu à l'extérieur. Parce que
tout simplement, il faut qu'on fasse du sur-mesure pour répondre à nos propres besoins. Notre mission, c'est de former nos téléconseillers sur nos thématiques. On a une 12aine de thématiques phares, que ce soit la technique, nos décodeurs, nos offres. Donc, c'est plus efficace si on les produit nous-mêmes et qu'on les mette à jour nous-mêmes. Voilà. D'accord. Et donc, au tout début de ta prise de poste, Oui. quand tu es arrivée, tu t'es interrogée sur l'engagement. Donc, est-ce que tu peux nous donner, toi, Bérangère, ta définition de l'engagement ? Alors, c'est vrai qu'à ma prise de poste, je me suis interrogée sur beaucoup de choses, je dois l'avouer. Et l'engagement, c'est venu assez rapidement, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, donc il y avait juste un accord qui avait été signé pour mettre en place une plateforme, mais sinon il y avait rien. En fait, on en était à l'époque, on faisait des formations présentielles. Et l'équipe donc n'était pas du tout sur le périmètre des centres d'appel. Donc on arrive, il faut qu'on change le périmètre et puis aussi qu'on invente, enfin qu'on crée cette formation digitale. Il y avait rien. Et donc et là se pose la question de savoir, mais ils vont venir sur la plateforme, comment ça va se passer? Enfin voilà, on se posait plein de questions et on est parti d'une définition de l'engagement assez simple, basique, c'est-à-dire qu'on s'est dit l'engagement c'est juste l'implication que l'apprenant va mettre dans son process d'apprentissage, mais on n'était pas du tout et encore maintenant on se posait plein de questions et après on se disait mais en fait l'engagement ça dépend quand même de plein de choses, ça dépend, est-ce que c'est dans le cadre professionnel, ça serait différent si c'était personnel. Ça dépend de la proposition qu'on va leur faire, ça va dépendre de leur moment de vie en ce moment, où ils en sont dans leur propre vie. Et là, on s'adresse à des non-salariés, mais ça serait différent si... Voilà, enfin, il y avait plein de questions. Donc, on s'est dit, en fait, là, a priori, ça dépend de tellement de choses qu'on n'aura pas la main sur tout, mais qu'on peut peut-être créer des conditions favorables pour que les gens aient envie de venir se former sur notre plateforme. Et c'est là que, du coup, on a commencé. Alors, on avait identifié que déjà, si la plateforme était un peu sympa et qu'on proposait des contenus de qualité, on se disait, déjà, c'est peut-être 2 points assez positifs, sachant qu'on démarrait, quoi. On démarrait vraiment, voilà. De zéro, hein, tu as démarré de zéro. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'était il y a 6 ans et donc depuis tu as testé différentes stratégies justement pour engager donc tes apprenants, tes téléconseillers. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus, hein? Je crois que tu identifies 4 périodes, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, à un moment donné, on m'avait demandé de discuter sur cet engagement apprenant et ça a été l'occasion pour nous d'en fait nous poser un petit peu et de se dire en fait comment ça s'est passé pour nous depuis 6 ans. Et c'est vrai qu'on a 4 périodes. En fait, au départ, je les avais pas identifiées comme ça. C'est en y réfléchissant. On a eu cette première période qui est plutôt les débuts, qui est de 2017 à 2000, où on se dit l'engagement, un peu naïf, on est engagement naturel, on se dit si on leur propose une belle plateforme et des contenus de qualité, naturellement, bien sûr, ils vont venir, ça va être super. Du coup, et puis là, alors je sais pas, on rentrera peut-être après dans le détail des périodes, ouais. Et du coup, et puis après on se dit, en fait, pas vraiment. L'engagement naturel, ça a pas l'air de très bien fonctionner. Donc on est passé dans une deuxième période, on va se dire, on va le calibrer un petit peu. Et là, on s'est mis à piloter beaucoup plus par le temps passé quand même. Donc là, on avait ce qu'on appelle cette période un engagement calibré. On leur laissait toujours faire ce qu'ils avaient besoin, donc en pensant que si on leur laissait le choix de faire, ils feraient spontanément ce dont ils ont besoin. Ça, on y reviendra encore après. Et puis donc cette période, elle a duré 2 ans. Puis on s'est dit, c'est bizarre en fait. Alors l'engagement change évidemment. Là, on le calibre. Les gens viennent plus évidemment. On pilote au temps passé, donc forcément ils viennent plus. Mais on se dit, ils font toujours pas vraiment ce dont a priori ils ont besoin. Et donc du coup, on va passer dans une 3e période qui va être plutôt début 2023 où on se dit là, on va essayer de personnaliser parce qu'en fait, on va essayer de donner aux personnes la formation dont elles ont besoin au bon moment. Et là, on commence à personnaliser, c'est-à-dire à dire déjà on va leur dire et puis nos besoins à nous, nos besoins canal, c'est-à-dire que quand il y a des projets business, on souhaite qu'ils aient ils fassent les ressources en lien avec ces projets business. Donc ça a été l'occasion de créer un peu
rubrique obligatoire, on y reviendra. Et puis, on s'est lancé aussi dans des certifications de connaissances qui nous permettent de cartographier et donc de cartographier le besoin. Et donc là, on est plus dans une phase personnalisée. Et puis, en 2024, on continue cette phase et là, on est passé... Alors, c'est vrai que quelqu'un m'avait fait la remarque, on m'a dit c'est assez marketing et je n'avais pas vu ça, à la segmentation. C'est-à-dire que maintenant, et on n'aurait pas pu faire ça au début, maintenant qu'on a assez de contenu, on s'est dit, et puis qu'on a des fonctionnalités maintenant différentes sur notre plateforme, on va pouvoir s'adresser aux formateurs différemment qu'aux managers, différemment qu'aux conseillers clientèle. Et là, on est dans une phase où on segmente, où on essaye de proposer des interfaces segmentées pour nos populations. Voilà. Donc, en effet, on a 4 phases qui nous ont permis à chaque fois de faire souvent un constat qui n'était pas celui qu'on attendait, bien sûr, mais qui nous a permis de passer dans une autre phase, en fait, à chaque fois. Donc d'une vision assez naïve. Et c'est moi qui porte aussi les choix de ça. Au départ, c'est vrai que j'avais une vision très spontanée de la formation. Je me disais, la formation, c'est quand même chouette de se former, donc les gens vont venir spontanément. Et j'avais certainement aussi du mal à me dire, l'engagement ne peut être que naturel. Enfin, je me disais ça, qu'il peut pas être contraint. Et c'est vrai que l'évolution, j'ai pas mal évolué là-dessus. Et que l'engagement, il peut, je pense, être contraint. C'est-à-dire que des fois, on est dans le monde du travail. Et oui, par exemple, là, nous, on a besoin que nos conseillers aient un certain niveau de connaissance. Et ça passe en fait par une contrainte de se former sur ces connaissances-là. Même si on a envie de faire des choses peut-être différentes. Et c'est vrai que ça, c'était pour nous, un cheminement. Pour moi, ça a été un cheminement de me dire, oui, peut-être que l'engagement, c'est aussi quelque chose qui, des fois, est un peu contraint. Et donc voilà, c'était une réflexion là-dessus et ça a été dur parce qu'au départ, on se disait vraiment, je sais pas, non, normalement, ça doit être naturel. J'avais du mal à me dire qu'il faut quand même driver beaucoup les choses pour créer cet engagement. Alors, ça passe pas que par ça, ça passe par plein de choses dont on va discuter, mais en fait, voilà, ça c'est la première évolution. Écoute, tu vas nous expliquer tout ton cheminement. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail ces 4 périodes. Donc, au tout début, il a fallu digitaliser les formations, puisque tu avais une plateforme, mais il a fallu la remplir, entre guillemets, cette plateforme. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé ? Oui. Alors au début, donc nous, la mission que j'avais, c'était donc de créer cette formation digitale. C'était surtout sur les formations continues, parce qu'on a gardé le présentiel pour les formations initiales, c'est-à-dire on accueille le conseiller de la même manière. Par contre, après, la formation continue n'était pas structurée de cette manière, et il y a eu une vraie volonté de la digitaliser pour bien la suivre. Et donc, l'équipe, ça a commencé par ma propre équipe, c'est-à-dire que mon équipe, elle n'était pas du tout digitale. Donc, il y a eu tout un accompagnement avec la RH, un process de formation qui a duré pas loin d'1 an et demi, où on avait défini, c'était d'abord de l'acculturation, c'est-à-dire qu'au départ, on nous parlait de digital, l'équipe n'avait jamais bossé dessus. Donc, il a fallu tout un programme d'acculturation de ma propre équipe. Et puis de passer sur le premier outil auteur de notre première plateforme, en fait. Ça s'est passé comme ça. On s'est formé comme ça. Et puis au début, c'était ça, le back office, essayer de manipuler ça. Et puis on s'est mis en mode catalogue parce que on n'avait pas beaucoup de ressources. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est aussi pour ça que je pense que la plateforme au départ, elle n'était qu'un catalogue et les gens étaient peut-être un peu perdus aussi. Pour trouver ce qu'ils avaient besoin de trouver dans cette première phase. On avait identifié qu'il fallait qu'on éditorialise aussi. Nous, on est évidemment, on a un ADN très programme. Donc, pour nous, il fallait que cette LMS vive. Et donc voilà, ça s'est passé, étape par étape. D'abord, nous former, commencer nos premiers modules, et puis cette première plateforme. Voilà, ça, c'était la première phase. Et puis, cette première phase, on se dit, c'est assez décevant parce que les gens viennent pas, en fait. Oui, en fait, on n'a pas réussi. Et c'est là qu'on a, sur cette première phase, on peut se dire aussi qu'au niveau communication et marketing, on était déjà aussi débordé par notre propre montée en compétences et la com et le marketing qu'on aurait dû faire certainement
pour en parler plus, même si on a fait un lancement, etc. Mais après, dans le suivi, ça, c'était compliqué. Donc, on l'a pas, je pense, fait suffisamment. Ce qu'on a fait après, du coup. D'accord, oui, donc tes apprenants ne venaient pas sur la plateforme Non, des spontanément. fois, Voilà. ne venait pas suffisamment et c'est pour ça qu'on est passé dans cette phase 2. On Oui. a dit, en fait, ça va faire partie du truc. Alors nous, on va changer des choses et puis il y a un temps dédié qui doit être dédié à la formation continue. Donc on a instauré ça avec les partenaires et c'est là qu'on passe dans la deuxième période de plus calibrée. Et puis nous, on continue toujours de se former, c'est-à-dire que là, l'équipe est un peu plus solide d'un point de vue digital. Donc, on peut faire des formations, on commence à se former au podcast, on commence à faire des formations storytelling aussi. On fait aussi des formations entre pairs. Enfin, on essaye sur la voix aussi. On a fait une formation sur la voix qui était super et parce que mes formateurs l'utilisent tout le temps pour faire leurs modules, pour faire l'animation, etc. Donc, on commence à faire des formations, qui nous permettent d'élargir nos formats. Et puis, on change de plateforme. Parce que un de nos problèmes aussi, c'était que notre plateforme, elle était trop limitée. Elle ne nous permettait pas de faire des tests and learn. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change de plateforme. Ça a été un gros chantier de savoir Et là, on savait vraiment plus ce qu'on voulait, parce qu'on avait eu cette phase 1. On voulait quelque chose d'évolutif. Voilà. On peut faire Donc ça joue aussi, parce qu'on a beaucoup plus éditorialisé, évidemment. Et puis, diversifier les formats. Et on a commencé à thématiser. On commence à avoir du contenu. Donc, on a commencé à thématiser. Ah oui, si tu veux de l'offre, c'est là. Si tu veux de la finance, c'est là. Ouais. Si tu veux de la tech, voilà. Et on a commencé à exporter aussi des chiffres beaucoup plus pertinents, se mettre dans Power BI. Enfin, tout ça, ça a contribué aussi à faire que, comme on pouvait suivre ce qu'on faisait beaucoup mieux, on pouvait aussi leur faire du feedback en disant non, là on n'est pas au rendez-vous. Il faut et puis on a marketé un peu plus quand on sortait nos modules, quand on sortait nos parcours, on a commencé à en parler plus, à partager dans les instances de pilotage des centres d'appel, mais aussi avec notre communauté de formateurs et puis sur notre plateforme. On s'est mis comme on n'avait pas un contact direct avec nos conseillers, on s'est mis aussi à marketer aussi un peu notre plateforme. Et là on a vu que là, évidemment, l'engagement contraint, c'est sûr, mais contraint par le temps. Mais on a continué aussi à faire ce qui fonctionnait avec aussi des mises à l'honneur, des choses comme ça. On avait commencé à mettre à l'honneur les gens qui venaient régulièrement sur notre plateforme. Et puis, donc on est arrivé finalement à cet engagement de horaire qu'on s'était donné avec eux. Donc ça quand même, là, en termes d'engagement, oui, ils venaient et ils connaissaient cette deuxième phase, la plateforme était connue. Et elle rentrait dans les usages. Mais pourquoi tu dis que ton engagement était contraint par le temps? Tu leur donnais un certain laps de temps pour venir sur la plateforme, c'est cela? Ah oui, ça a été un des points, exactement. C'est-à-dire que là, officiellement, c'était déjà le cas avant, mais comme on ne le contraignait pas, dans le sens que là, contraint, je veux dire, on le suivait. C'est-à-dire qu'au comité de pilotage, on s'est mis à faire les reportings, on partageait les temps et on disait, en fait, là, ok, on est bon, ou là, non, pas du tout. Vous n'avez pas investi sur la formation continue. Et nous, la formation continue, c'est hyper important parce que les conseillers clientèle, ils ont un nombre de choses à connaître qui est quand même énorme. Donc, si on fait pas cette formation continue, et ça, on y est arrivé, c'est-à-dire que en pilotant avec les chiffres et en dialoguant avec nos partenaires, évidemment, on leur dit, mais là, vous êtes pas obligés. Et on leur donnait les chiffres, on partage complètement les chiffres. Comme ça, on a le même suivi, on se dit, et eux, ils ont mis ça petit à petit dans leur quotidien. Et ils ont commencé à vraiment planifier alors, selon les sites, il y a différentes règles, mais ils ont planifié, ils ont fait de la planification de formation. La formation, ça devait plus être quelque chose qu'on fait quand on a 5 minutes. C'est planifié. Oui, c'était mis dans l'agenda. C'était mis dans l'agenda des conseillers, c'est cela. Exactement. Et pour avoir une idée, tu avais combien de formations sur ta plateforme à cette époque-là? En ressources, on en avait, parce que là, on doit en avoir à peu près le double. En ressources, on ne devait pas être loin de 300 ressources. Ah oui, quand même. Ouais, et j'allais dire, en parcours thématisé, on en avait une dizaine. Et maintenant, on a le double de ça. Donc c'est pour ça, maintenant, par exemple, on a 600 ressources. C'est vrai que pour s'y retrouver, mais là, c'est pareil. On a,
pour stimuler l'engagement, on a aussi profité de cette plateforme évolutive avec on a des moteurs de recherche un peu comme sur les sites de commandes en ligne avec des filtres, etc. Donc ça, on a continué évidemment à le faire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était notre deuxième phase. Mais par contre, on s'est rendu compte que ils faisaient pas forcément toujours. Et ça, c'était aussi. Moi, je pensais que spontanément, les gens allaient se dire, oui, sur la finance, je pêche un peu, je vais aller faire le cursus finance. Bah non, en fait, peut-être des fois, on en a marre d'aller faire ce qu'on veut. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est passé à cette troisième phase où là, alors nous, on a continué, et là, c'est plus récent, on a continué à se former nous-mêmes, c'est-à-dire toujours, on change aussi, on s'est dit peut-être dans la conception de nos modules, on s'est dit, mais peut-être il faut les construire différemment. Donc, on fait toujours attention dans les formats et on est revenu à plus de simplicité. À un moment donné, on est parti, on s'était dit, c'était l'époque où on entendait aussi beaucoup, il faut storyteller, il faut raconter une histoire, etc. Et je t'avoue que, mais j'en ai, voilà, la responsabilité, c'est pas, on a essayé, on s'est dit, oui, mais enfin là, on n'est pas non plus des écrivains et on se perd dans des choses et on va vraiment se recentrer sur notre valeur à nous, voilà. Et c'est vrai que ce qui est parfois pas évident, en fait, en tout cas nous ce qu'on a vécu, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de formats, tu peux dire les choses de tellement de manières, il y a tellement d'études en neurosciences, en pédagogie, etc., que tu peux aussi te perdre dans tout ça. Nous, c'est ça aussi, et donc avec l'équipe, on discute quand même régulièrement, et là, on est revenu à des choses beaucoup plus simples, finalement, avec déjà des beaux visuels et une ambiance dans ton module, tu crées déjà finalement un storytelling. Si nous, on met une belle image de plateau télé derrière, on embarque quand même, ou de stade, avec un bruitage, ça peut déjà créer un beau storytelling sans créer voilà, plein tu crées une ambiance. On n'est pas obligé de faire des choses. Voilà, tu crées ton ambiance avec ton visuel et ton audio, quoi. Et quelquefois, ça peut suffire à immerger l'apprenant, à créer l'émotion. Exactement. Il faut pas forcément des choses trop compliquées. Oui. Et des fois, on va parce qu'on se dit que voilà, c'est qu'il faut en faire toujours peut-être plus, je sais pas. Et finalement, on est revenu à des choses plus simples et par contre très carrées. Et donc, maintenant, ils ont tous une rubrique formation obligatoire qui est complètement liée à notre actualité. Donc, ils savent très bien quand ils se connectent. On a un nouveau partenariat, on a une nouvelle chaîne télé, on a une nouvelle offre, voilà. Et tout de suite, ils la voient apparaître sur leur plateforme et ça a changé aussi les choses. C'est pareil dans notre pilotage. C'est-à-dire que le conseiller, c'est évident pour lui, mais nous, dans notre pilotage, on a vraiment changé. Et dans les comités de pilotage, évidemment, on partage ça avec les équipes. Et quand il y a aussi, par exemple, sur un site, on voit une problématique, ils nous disent, il y a une problématique, est-ce que vous pouvez pousser cette formation obligatoire? On la pousse. Enfin, voilà, ça nous a permis de dire aux conseillers, tu sais quoi, le temps, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Maintenant, ce qui va être suffisant, c'est le contenu. C'est qu'est-ce que tu réalises. Et puis, on a développé notre première certification. C'était un gros projet parce que c'était techniquement tout fait dans la plateforme. La certification, elle nous permet de cartographier. C'est un peu notre JPEG à nous. C'est-à-dire qu'on veut cartographier l'état de connaissance. Et ensuite, il y a la pratique, mais là, déjà, sur l'état de connaissance, parce qu'on est en ligne, donc pour nous, on n'est pas sur le terrain avec eux, donc on va pas avoir la prétention d'aller voir vraiment Enfin, on y va, bien sûr, mais déjà de les évaluer sur l'état de connaissance. Donc, ils ont un énorme quiz, un peu de haut niveau. Il y a des questions qui sont tirées au hasard, il y a des sessions prévues pour ça. Et en fait, en fonction de ton résultat, tu as un parcours qui est automatique et qui est généré automatiquement et personnalisé. En fonction de tes erreurs, on te pousse un parcours personnalisé. Et déjà, donc du coup, on est vraiment dans je leur demande de faire ce que je veux et en plus, je leur demande de faire ce que j'ai besoin, surtout en tant que société, quoi. Et je leur demande de réviser là où ils pêchent. Voilà. Et donc, c'est là que maintenant, on est plus aux besoins de formation, on pilote plus aux besoins de formation. Et le temps vient après. C'est-à-dire que s'ils nous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser toutes les formations, ok, mais je regarde le temps. Par contre, s'ils font les formations qui sont demandées, on n'est pas obligé... le temps est
OK, c'est OK pour nous, quoi. D'accord. Mais donc voilà, et ça, cette phase, elle nous a permis aussi d'engager les managers et qu'aujourd'hui on n'adressait pas. Et les managers, c'est fondamental en formation. Et donc du coup, on leur a développé des interfaces. C'est ça aussi l'idée d'avoir une LMS qui est évolutive, c'est que ça nous a permis de développer une interface et de dire au manager, OK, je te prends 15 minutes par semaine, mais tu vas voir le reporting des formations obligatoires de ton équipe et tu vas voir le reporting des certifications et des parcours personnalisés. Ce qui permet, là aussi, de nous aider sur l'engagement des apprenants. Parce que du coup, les apprenants, c'est beaucoup plus clair, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est écrit sur leur plateforme, c'est guidé, et le manager, il est là aussi pour les solliciter. T'as fait, t'as pas fait, etc. Et ça aussi, quand ton manager s'intéresse à toi, c'est toujours plus engageant que. Et puis on a continué ce qu'on avait mis en place d'un point de vue plus marketing aussi. On a tous les mois, on affiche aussi les résultats. Alors, les résultats des personnes qui ont réussi. Mais nous, ce qu'on insiste, on insiste sur le fait que c'est le chemin aussi qui compte. C'est-à-dire que c'est bravo à ceux qui l'ont eu quand même, mais pour les autres, vous y serez aussi, quoi. On fait tout pour que vous puissiez vous entraîner justement avec des parcours personnalisés. Et voilà, c'est pas grave si vous l'avez pas eu cette fois-ci. Enfin, l'idée est plus dans l'accompagnement de ces certifications. C'est pas du tout de sanction. C'est vraiment un accompagnement qu'on fait, quoi. Donc l'engagement, il est forcément différent, là encore une fois. Oui, mais quand tes conseillers ont obtenu la certification, qu'est-ce qui se passe après? Alors du coup, nous, on a commencé à la mettre en place. Donc ils ont commencé les passages. Là, on est en plein dedans. Donc ce qui se passe, alors du coup, normalement, on va prévoir des cérémonies pour quand même aussi festoyer, enfin un peu. Oui, les mettre en valeur. Bah oui, mettre en valeur. Et puis c'est une émulsion entre eux. Donc c'est chouette. ça, on prévoit ça pour plutôt. La première certif là est en cours de passage partout et on prévoit ça pour la deuxième partie. Oui, pour valoriser. Et puis on a fait un travail vraiment là de com sur expliquer que pourquoi on faisait ça. Voilà, ce qu'on faisait pas forcément bien avant. Pourquoi on met en place cette certification de connaissances? Ça leur permet eux aussi de voir leur progression. On n'investissait pas non plus ça sur l'apprenant. C'est-à-dire qu'on lui demandait de faire des choses. Alors évidemment, il voyait sa progression, il avait des badges. Mais là, avec ces certifications, il peut vraiment voir son évolution. Et ça, c'est un facteur aussi d'engagement. C'est-à-dire, si moi, je vois que je progresse, alors après, c'est comme tout. Sur certains, ça va bien marcher. Sur d'autres, peut-être, ils s'en foutent. Et c'est pas grave, en fait. On essaye plein de leviers. En fait, finalement, on essaye les mises en avant. On va essayer de calibrer un peu. On va essayer de marketer. On va essayer de récompenser. Et puis, je pense qu'il n'y a pas un levier, mais il y en a pas mal. Il y en a plusieurs, oui, c'est une combinaison de plusieurs leviers. Oui. Donc ça, c'était ta 3e période. Exactement. Et la dernière, on est en plein dedans. Voilà, donc qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir aller plus loin encore et à segmenter ton offre? C'est pour mieux répondre aux besoins, je pense, des apprenants. Oui, c'est exactement ça. Et tu vois là, par exemple, ce qui nous a poussé, c'est qu'on a voulu engager les managers. Et en fait, on leur a développé une super interface. Et l'interface, elle était dans un petit menu burger en haut. Ils voyaient pas, parce qu'au départ, l'interface était construite pour les conseillers. Bah, tu vois, rien que ça, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on leur fasse leur interface avec si les 2 grosses actions, s'il doit y avoir que ça sur leur plateforme, c'est 2 gros boutons avec leurs actions. Et ben là, en fait, on devrait la semaine prochaine, tu vois, mettre en place ces homes ciblés. On a fait 3 interfaces différentes. Et ce qui nous pousse à faire ça, c'est que le besoin n'est plus du tout le même qu'au début. Et surtout, on n'a plus les mêmes capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'offrir des fonctionnalités et des contenus qui sont différents aux 3 cibles. Ce que j'étais pas capable de faire au départ. Et puis, je pense que ce chemin, il est nécessaire parce que j'aurais pas pu tout deviner dès le départ, en fait. Forcément, il y a des choses que tu fais parce que ça marche pas comme tu avais prévu que ça fasse, etc., quoi. Et puis, on va essayer de faire des quiz d'ancrage pour les entraîner, des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, ce qui nous pousse,
C'est plus qu'on se dit toujours, nous, comment on peut les accompagner et en même temps nous donner une bonne vision de l'état des choses. Et donc, comme la certification, elle n'est pas là pour piéger, on se dit que maintenant, il faut aussi qu'on leur fasse des trainings un peu sympas au départ. Enfin, voilà. Et c'est ça qui nous fait continuer. Et puis, il y a quelque chose, donc j'ai assisté j'étais dans le jury cette année des trophées du digital learning. C'était une super expérience et il y a beaucoup de dossiers qui m'ont inspiré sur cette partie rituelle de formation. C'est vrai que j'aime cette idée que certains ont développée et arrivent à faire très bien, qu'on fait pas, mais de créer des moments de formation, soit des rendez-vous ponctuels dans l'année, soit des rendez-vous mensuels. Et ça va être un des points qu'on va vouloir travailler. C'est vrai que les conseillers clientèle, chacun va avoir, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans l'engagement prenant, c'est qu'on a des contraintes tous différentes. Nous, au centre d'appel, on a des contraintes, qui sont des contraintes de centre d'appel. Donc, sortir les gens de centre d'appel pour faire de la formation, ça se planifie. Mais néanmoins, j'aime cette idée d'arriver à créer un rendez-vous mensuel pour partager leurs questions, ou pour partager une thématique, ou pour échanger entre pairs, je sais pas, on va arriver à trouver, Oui. On va essayer en tout cas. Et voilà ce qui va être un peu notre prochaine étape, ça va être un peu ces moments de rituel de formation. J'aime bien cette idée et je trouve que c'est au début on se dit oui, ça va pas. Mais en fait, ça fait des petits rappels. Même pour nous, au quotidien, je vois quand moi, en tant que salarié, je bénéficie de ce genre de choses. Je me dis, en fait, les moments où tu dis, oui, j'ai pas refait cette formation, hop, on te dit, au fait, tiens, il y a ce rendez-vous-là. Et finalement, ça te remet aussi c'est ce que t'expliquais, je sais plus dans quelle conférence, que de raviver régulièrement la flamme, en fait. Oui, oui. Voilà. Oui. En fin de compte, ce que tu vas créer, c'est un peu une espèce de communauté, quoi, que tu vas animer avec des rendez-vous réguliers, justement, pour ranimer cette flamme, justement, quoi. Oui. Et c'est chouette. Hein. Donc ça sera, alors, ce serait un de nos vœux pour cette période 4. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblera la 5. On va faire le bilan de la 4 après, et puis on verra. Et donc, justement, là, sur ces 4 périodes, en synthèse, quels sont tes succès et tes défis que tu as rencontrés avec ton équipe à chaque étape, si tu devais en retenir un par étape, par exemple, un par période? Ouais, et du coup, sur la première, c'est que pour nous, ce qui était important, c'est de pouvoir tester les choses. Et si on pouvait pas tester, ça te freine. Enfin, nous, ça nous a freiné de pas pouvoir tester les choses. Donc après, ça nous a libéré de pouvoir tester. Sur la deuxième, c'était aussi le suivi. Tu vois, le suivi. De bien d'avoir des bons indicateurs et assez précis, ça te permet aussi de voir ce qui va pas aussi, et ce qui va bien et ce qui va pas, et puis d'aiguiller, ça c'est important. Sur la troisième période, je dirais que c'est l'acceptation, je pense là que oui, il y a des choses qu'il faut peut-être driver un peu plus, que l'engagement c'est pas juste oh là là, il va venir, c'est beau. Voilà, en tout cas nous c'était une vision comme ça et je pense vraiment c'est l'acceptation que on a le droit aussi de diriger un peu plus cet engagement apprenant en fait. Et puis oui, je dirais la dernière période sur laquelle on rentre, on se rend compte que le marketing et que les concepts marketing et formation sont vraiment sont liés et qu'on essaye d'avoir toujours ce réflexe qui est d'avoir un plan de com, un plan de suivi, un bilan, des choses, aussi beau ce sera, aussi puissant sera notre programme. Et si on n'arrive pas à en parler, etc., et c'est pas toujours évident, il faut qu'on en parle bien et que on le mette, qu'on l'explique aussi, qu'on donne du sens vraiment à ce qu'on fait. Voilà, ça serait, voilà. Ah écoute, je suis contente de t'entendre dire que le marketing est important puisque c'est ce que je dis toujours, qu'on aura beau avoir la plus belle formation, si on n'en parle pas, si on ne communique pas dessus, eh bien il se passera pas forcément grand-chose. Donc c'est indispensable, c'est vraiment essentiel. C'est vrai.
Eh bien, Bérangère, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, merci beaucoup pour nous avoir partagé tout cela. Mais j'ai encore une dernière question de conclusion. Donc, finalement, est-ce que tu as trouvé ta recette pour engager tes apprenants? Je crois que je vais décevoir les auditeurs, Anne-Marie. Non, je crois pas. Je crois que notre vision a beaucoup évolué sur l'engagement apprenant, mais finalement, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnelles, et puis il y a tout le contexte dans lequel on propose les choses, comment on les propose, qui joue tellement que je crois que il faut identifier ce qui est important pour nous, il faut identifier les contraintes qu'on a. Et puis après, il faut trouver un équilibre qui est tout à fait précaire et qui bouge avec l'évolution de ton équipe, l'évolution des personnes avec qui tu travailles. Je pense que donc non, je n'ai pas trouvé de recette, mais je pense qu'une des pistes quand même, c'est d'essayer des choses et de suivre. Oui. Et ça, c'est ce qu'on peut faire et ce qui nous permet de nous orienter. Voilà. Oui, de tester et puis de capitaliser sur ce qui marche et de se dire que l'engagement apprenant est mouvant. L'engagement d'hier n'est pas le même engagement que demain et qu'il faut s'adapter. Ouais. Voilà. Voilà, tu as très bien résumé. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bérangère pour cet échange. Donc, comme d'habitude dans les notes de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn. Et moi, j'ai vraiment été très très contente d'enregistrer cet épisode avec toi. Ben, moi aussi. Encore merci beaucoup Anne-Marie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.